100K à 1 million à 3 millions. Les gens, c'est toujours de séparer ads, organique, setting. Plus de back-end, plus de trafic. On va voir de nos yeux les premiers trillionnaires. En France, plus tu fais de profit, plus tu te fais tabasser. Comment on fait 500 l'année prochaine? Comment on fait 1 million l'année d'après? X nombre de milliards. Je mets de l'argent, je mets de l'humain et je fais hop, on teste. Mais t'as fait une vente? Non. Toutes les théories que tu as sur des choses que tu n'as pas expérimentées sont fausses. 3 millions par mois sur le marché français. J'étais capable de prendre un call de 3 heures pour un truc à 7 euros. Si je bosse 3 heures par jour. J'ai aligné les égoïsmes de chacun. J'ai une encyclopédie qui me parle. Alright, bienvenue Jérémy, ça me fait trop plaisir de t'avoir Merci. sur le podcast Scale. Content d'être là. Ouais, ça fait vraiment plaisir. En plus, je sais que là, tu ressors d'une semaine vraiment bien chargée. Que t'enchaînes, ça me fait plaisir. Ouais, on a décidé d'enchaîner Mastermind plus Team Building, etc. Sur une semaine dans le sud-est. Donc c'était une semaine un peu intense, ouais. Ouais, j'imagine, bah, on en parlera justement. Ouais. Concrètement, donc là, ça fait partie des premiers épisodes du podcast du Scale. Pour ceux qui regardent cette chaîne, vous savez où est-ce que vous êtes et pourquoi vous regardez cet épisode. On va parler de différentes choses. Jérémy, toi, tu es quelqu'un qui est sur le marché français que j'admire beaucoup, dont tu m'inspires beaucoup sur énormément de choses, vraiment. Et tu es une source de aussi sagesse sur plein de points. Moi, il y a des erreurs que je peux faire sur certaines choses. Et à travers ton contenu, après, à travers la discussion qu'on a de temps en temps, ça me permet de garder le cap sur certaines choses. Et donc justement, j'ai des questions assez techniques. Si tu auras une discussion, n'hésite pas vraiment à... Enfin, voilà, aucun problème. Moi, j'aime bien. Voilà. Toi, tu es passé aujourd'hui, avec ta boîte, tu as eu une augmentation assez incroyable sur les derniers mois, dernières années. Alors, j'ai pas exactement les parallèles en tête, mais du coup, on y viendra. Je pourrais te le donner, ouais. Ouais, ça sera justement, juste après la réponse à la question, ça m'intéressait d'avoir ces évolutions-là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux compétences à partir d'1 million par an. On parlera aussi d'avant 1 million par an, mais parce que c'est un petit peu le sujet pour moi et que je suis dans cette phase-là entre les 1 et les 3, que c'est monter une sales team, structurer son back-end et maîtriser les paid ads. Et j'ai vraiment l'impression que c'est celui qui sait maîtriser ses paid ads, qui sait scaler ses paid ads, donc ses ads payantes, qui sait structurer sa sales team et forcément une team en... D'ailleurs, la sales team et la delivery team, c'est le même fonctionnement en réalité. Si tu sais faire une sales team, tu sais faire une delivery team. Et ça, on l'apprend tard en général. Voilà. Ça. Et j'ai l'impression que c'est 3 choses dont tu as besoin pour aller chercher 10 millions par an, les fameux 1 million par mois. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux me dire un petit peu rapidement aussi où est-ce que vous êtes passé et ce que bien sûr. Alors, déjà là, j'ai parlé de Coleman Publishing, donc l'entreprise dont je suis à la tête actuellement. Mais avant ça, moi, j'ai eu d'autres business, certains d'associations, certains pas. Donc, si tu veux, j'ai traînouillé à 200, 250 cas par an pendant quand même 3, 4, 5 ans. Ce qui fait que j'avais des assises quand même très, très solides quand j'ai décidé finalement de scaler parce que haute phase de vie et autre envie. Globalement, mon postulat, c'est que 0 à 100K, faut trouver une offre. 100K à 1 million, faut trouver du trafic. 1 million à 3 millions, sales team, back-end et tes directeurs. En gros, des gens en qui tu peux avoir confiance, qui sont meilleurs que toi sur des points très précis et qui vont driver un pôle vers la croissance. Après, de ce que je vois, entre 3 et 10 millions, mais j'y suis pas, tu vois, donc ça reste qu'une théorie pour l'instant à ce stade. Et en francophonie, il y a très peu de gens qui l'ont fait. Et ça doit se compter sur les doigts de main. C'est que plus de back-end, plus de trafic, et un poil plus d'offres. Mais derrière, en fait, c'est surtout quelles sont les contraintes que tu découvres. En fait, si tu veux, nos métiers, c'est toujours le même jeu. Tu vois, en tout cas, jusqu'à 10 millions a priori. Le jeu, c'est comment je fais pour absorber plus de volume. Donc, plus de volume, des fois, il faudra plus d'acquisition, mais plus d'acquisition égale des coûts d'acquisition plus élevés. Donc, il faudra plus de LTV. Plus de volume, des fois, c'est qu'il faut une meilleure sales team. Mais une meilleure sales team, il faut les former, donc il faut être meilleur en formation interne. Donc, pour ça, il faut un directeur, donc il faut le trouver, donc il faut être capable de le payer, donc il faut plus de rentabilité. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça où, globalement, à chaque fois, ton volume est freiné par une ou plusieurs contraintes, et il faut être capable de les résoudre. Parfois par de la LTV, parfois par plus d'acquisition, parfois par un pôle média qu'il va falloir développer, parfois par être un meilleur manager, un meilleur leader ou plein d'autres choses. Mais globalement, c'est toujours la même chose. C'est quelle est la contrainte qui t'empêche d'avoir plus de volume? Bien sûr. Ok. Alors, il y a quelque chose que chez toi, j'admire beaucoup, et ça, c'est une vraie question. Au-delà du fait de savoir comment recruter quelqu'un, j'ai l'impression que tu t'es vraiment bien entouré au niveau que ce soit sur la partie contenu, tu as réussi à trouver vraiment des talents sur chacun des domaines. Ma question, c'est moins comment recruter, ce qu'on pourra rentrer dans le détail de ça, mais surtout, à quel moment tu te dis, je rajoute un coût, alors même si après tu le rentabilises rapidement normalement, mais à quel moment tu te dis, ça y est, je rajoute 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, voire plus par mois en investissement, en dépenses, pour recruter un talent. Jusqu'à quel moment ça bascule en fait? C'est une histoire de profitabilité de la boîte.
Moi, ma boîte, elle est en France. C'est peut-être d'autres considérations si ta boîte, elle est à d'autres endroits, hein. En France, plus tu fais de profit, plus tu te fais tabasser. Donc en fait, soit tu restes petit, soit tu es en réinvestissement permanent, soit tu es arrivé à une taille critique où tu as accès à des mécanismes qui permettent de diminuer la profitabilité papier et donc en fait, tu peux prendre ton argent. Je suis pas dans le troisième, j'ai pas envie de rester petit. Donc en fait, si tu veux, moi, il y a qu'une logique de réinvestissement. Si je suis pas en réinvestissement, je me fais fumer en impôts à la fin de l'année pour un niveau de profitabilité dont j'ai pas besoin, puisque en fait, je me paye bien, ma boîte elle tourne, enfin tout le monde va bien, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de tripler mes profits. Donc, à un moment, il faut que je les mette quelque part. Et donc, moi, si tu veux, c'est toujours cette réflexion de je pousse la croissance. Il y a un moment, j'ai beaucoup de profits, mais j'ai plus de temps du tout. Et là, je vais recruter pour récupérer du temps, pour développer de nouveaux pôles et pour réarriver à ce point optimal de profitabilité que j'estime, moi, juste pour mon entreprise dans mon contexte, et qui, pour nous, va être de l'ordre de 20% d'EBITDA annuel en phase de croissance. On pourrait faire beaucoup plus, on serait capable de faire 30, 35, peut-être même 40, je pense. Mais ça veut dire soit de phase de stagnation, consolidation, soit moi qui travaille beaucoup plus, etc. Donc en fait, à chaque fois qu'on a atteint un pic de croissance, qu'on gagne beaucoup plus d'argent, je me dis ok, cet argent, il faut bien que je le foute quelque part, sinon on se fait fumer. Donc ok, où est-ce que là, il y aura besoin de le réinvestir? C'est probablement peut-être une des, je vais pas dire des seules, mais des quelques externalités positives de fait d'avoir une boîte en France qui du coup te force à réinvestir les profits dans ta boîte, quoi. Ouais, si tu as une boîte dans un endroit où il y a très peu d'impôts, voire pas d'impôts du tout, en fait, si tu veux, tu as un questionnement de ouais, mais si je le réinvestis pas, c'est quand même full dans ma poche, tu vois. Et donc, je sécurise ma vie personnelle, etc. Plus, tu vois, par exemple, il va y avoir un distinguo entre toi et moi, c'est le distinguo d'âge, de niveau d'énergie, de situation personnelle. Bien sûr. Euh, Moi, tu mets ma tête dans ton corps et avec le même style de vie, j'ai envie de travailler 20 heures par jour. Donc si tu me dis recrute des gens comme ça tu travailles moins, qu'est-ce que je vais foutre, tu vois? Ouais. Et j'avais la discussion il y a pas longtemps avec une entrepreneuse que j'accompagne qui me dit ma situation personnelle n'est pas la tienne, si moi je travaille pas, je m'emmerde. Je sais pas, ouais, mais dans ce cas-là en fait, on va chercher plus de croissance. Moi je suis marié, j'ai un enfant, je vis en France, j'ai mon chien, machin, tout. J'ai pas envie de travailler plus de 6 heures par jour, tu vois. Donc je recrute pour faire de la croissance. Parce que ma croissance ne vient pas de plus d'énergie de ma part. Et tu vois, c'est plein de choses comme ça qu'il faut mettre en parallèle pour comprendre à quel moment tu recrutes ou pas. Et en fait, du coup, là, ta réponse à toi ne sera pas ma réponse à moi, ne sera pas la réponse de quelqu'un qui nous écoute. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, je pense. Ok, ouais, excellente réponse. Ok, génial. Et alors justement, donc on enchaînait sur la partie différence des offres, donc de 3 à 10 millions. Grant Cardone, parce qu'on s'envoie de temps en temps des interviews, des choses. Notre rapport, moi c'est vrai que c'est toujours impressionnant, tu vois des interviews de Grant Cardone, de Tai Lopez il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, et les mecs sont là en se tirant la bourre pour savoir qui a fait le plus dans la journée entre 201 et 250K ou 300K, tu vois. Tu te dis, ok, effectivement, ça devrait être ça le rapport à l'ordre de grandeur. Et lui, ce qu'il dit, c'est que les gens devraient pouvoir aller chez quelqu'un et trouver son offre. Il y a des personnes qui l'ont suivi pendant 20 ans et qui n'ont jamais rien acheté chez lui en termes d'infoproduits de coaching, mais qui, lorsqu'il a sorti son offre d'investissement, donc hedge fund, pour en fait investir en immobilier, Ouais. la personne elle a acheté un M ou 2 M. Parce que ça tu vois, il y avait un réceptacle qui, du coup, lui convenait. Tu vois, lui convenait Ouais. mieux. Et donc, c'est multiplier les offres. Alors, ne pas le faire avant 50K ou avant 100K même, parce que c'est pour moi de la déconstruction, je pense que tu auras ce même avis-là. Comment est-ce que toi tu décides, de ce que tu peux en dire évidemment, parce qu'il ne faut pas dévoiler votre stratégie, mais à quel moment tu décides de faire ça et sur quelle base? En fait, c'est toujours une histoire d'allocation des ressources. Et donc, quand il s'agit des ressources, il y a l'argent, mais il y a aussi le temps et les efforts. Globalement, tu vois, on a fait 200 cas par mois sur une offre. On peut pousser cette offre plus loin, mais ça commence à faire sens d'en avoir une ou deux autres au-dessus, à côté, en dessous, pour augmenter la LTV, qui va résoudre notre problème, qui est que si on augmente trop l'acquisition, notre coût d'acquisition par client va augmenter, et cette offre-là seule ne permet plus la rentabilité. Je rajoute d'autres offres, j'augmente ma LTV, donc je peux me permettre d'augmenter mon CAC, mon coût d'acquisition par client. Donc, je peux de nouveau faire de la croissance par acquisition, juste avec le point d'entrée de plus de pub, tu vois, ou plus d'organique, peu importe. Et il y a ça. Et l'autre question, c'est quand tu as assez de gens qui sont capables de faire un deposit pour que ça vaille le coup de restructurer un truc de zéro. Parce qu'il faut toujours faire attention, les gens ils te disent ah, j'aimerais trop que tu fasses ça, si tu fais ça, je l'achète. Ouais, d'accord. Tant qu'il y a l'ACB qui n'est pas rentré, ils n'achètent rien du tout. Bien sûr. C'est comme ta maman qui dit toujours que tout est génial. Donc pour moi, il y a une histoire d'allocation des ressources, il y a une histoire de la meilleure rentabilité de tes efforts,
Et tu vois, par exemple, là, on avait team building nous la semaine dernière et j'ai assis tous les directeurs de pôle autour de la table avec les sales. Et j'ai dit, OK, cette année, sur le lycée sur l'année, on fait entre 250 et 300 par mois. Comment on fait 500 l'année prochaine? Comment on fait 1 million l'année d'après? Comment on fait 3 millions dans 3 à 5 ans par mois? Et en fait, tout le monde a eu plein d'idées. Et moi, j'ai mon directeur des opérations qui fait, les gars, par contre, alors 1 million, je dis pas, tu vois, mais en fait, 500K, on peut juste faire plus de ce qui marche. Et éliminer les contraintes sur le chemin. On n'est pas obligé de créer de nouvelles offres. Bon. Et on nous a matrixé en France sur le fait que le marché est trop petit et qu'on peut pas gagner tant d'argent avec une seule offre. Je pense que c'est faux, en fait. C'est juste que si t'as qu'une seule offre, il y a un moment, tu vas devoir élargir ton marché par éducation et donc adresser un trafic de plus en plus froid en termes de questionnement de Eugène Schwartz et de la sophistication de marché. Donc en fait, là où tu avais l'habitude de closer à 30 jours, tu vas peut-être closer à 120, 160, 180, 200, 365, tu vois. Et donc tu as d'autres enjeux de BFR, parce qu'en fait, tu as trésor, tu dois le gérer autrement, et ainsi de suite. Ça a plein de complexités. Donc, tu peux avoir plusieurs offres, mais c'est pas une obligation. Et à mon avis, jusqu'à 300, 500 selon les marchés, peut-être 150 pour d'autres marchés, tu vois. T'as pas besoin en fait. Faut regarder ton TAM, quoi, toujours. C'est toujours ça. Ouais, ok. Là, j'ai vraiment l'impression que d'avoir une sales team, moi, j'ai vraiment hâte d'arriver et je fais tout pour arriver le plus rapidement possible à ce stade-là. Je pense que comme toi, j'ai pas mal de créativité. J'aimerais beaucoup plus m'exprimer de manière créative et j'ai plein d'idées. Mais j'ai plus d'idées que ce que je peux faire en réalité en exécution. C'est toujours la chose, hein, c'est ton niveau de puissance, il se mesure voilà, à la rapidité qu'il y a entre ton esprit et ton exécution sur le terrain. Même ce que disait Musk sur une dernière interview, c'est il donnait toutes les idées qu'il avait en ce moment sur le fait d'avoir un jet électrique qui décolle à la verticale, enfin plein de trucs. Il dit mais il disait un truc, Elon Musk, c'était que, enfin je pense à lui parce que du coup ça va, tu vois, je vais faire le lien avec ça. La vraie frustration, la vraie panique, elle commence quand tu commences à comprendre que t'as que, entre guillemets, 4 à 5 coups de 7 à 10 ans pour faire des projets, tu vois. Et que t'as pas, enfin, la vie, elle est pas éternelle, donc il faut pas que tu te loupes non plus. Enfin, faut pas que tu te loupes. Évidemment, vas-y, loupe-toi, fais des erreurs, mais ce que je veux dire, c'est sur les choix que tu vas faire en termes d'énergie, d'allocation de temps, d'investissement. Choisis bien ces projets-là, parce que voilà. Et moi, j'ai vraiment hâte d'arriver à un stade où j'ai toute ma sales team qui est prête, qui est ultra rodée avec des process vraiment bien huilés, pour pouvoir dire, ok, on lance ce produit-là sur ce marché-là, et juste avoir du coup la capacité nécessaire en sales, quoi. Ouais. Moi, j'arrive tout doucement, mais je suis qu'au tout début, tu vois, à un jeu où j'ai plus de capital et d'humain que j'ai d'idées. Et donc, en fait, quand je veux tester un truc, en 3 secondes, en fait, je mets de l'argent, je mets de l'humain et je fais hop, on teste. Ça marche pas, je jette, poubelle. Et tester plein de choses, c'est être en permanence R&D, innovation, tu vois. Ce qui permet de toujours avoir un coup d'avance. Aujourd'hui, j'ai pas du tout besoin de ce coup d'avance pour croître. Si j'augmente juste mes ads, juste mon organique, tu vois, je peux encore largement faire de la croissance. Mais je commence à réfléchir à ça maintenant parce que je vais atteindre un plafond dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et si j'ai pas fait la recherche avant, ce plafond il me bloque. Si j'ai fait la recherche avant, je me suis un peu défocus et donc j'ai fait de la croissance moins rapide. Mais elle va être constante. Parce qu'en fait, j'aurai pas de point de blocage puisque j'ai déjà mon plan B quand mon plan A il sera fini. Et ça, ce qui me permet, j'ai pas du tout eu l'hypercroissance que certains ont eu sur mon marché. On connaît tous les deux des gens qui font exactement le même métier que moi et qui ont fait 0 à 4 millions par an, tu vois, en 18 mois. Moi, j'aurais fait la même chose en 4-5 ans. Ce qui est déjà très bien en soi, mais bon. Ouais. Mais j'ai choisi de volontairement freiner ma croissance pour qu'elle soit infinie. Et pas faire 0 à 4 et ensuite je suis obligé de rester à 4 pendant 3 ans parce que je sais pas quoi foutre. Ouais. C'est des choix après. Le skill set, entre guillemets, les capacités. Ouais, il y a une vraie différence entre l'idée et le terrain, tu vois. Tu sais, en PNL, ils disent la carte n'est pas le territoire. Plus tu avances, plus c'est fou à quel point toutes les théories que tu as sur des choses que tu n'as pas expérimentées sont fausses. Tout le temps. Toutes les variables s'appliquent et donc à chaque tu as une autre possibilité. Ouais. J'ai vraiment compris que la raison pour laquelle je faisais pas encore les chiffres que je voulais pas moi, c'est parce que j'avais pas le panel de compétences nécessaires. En fait, si je suis pas là, c'est parce que je le mérite, quoi. Donc il faut développer ce truc-là. Il y a un truc que toutes les personnes qui se sont fait coacher aux US, et moi, lorsque j'avais été, les quelques fois où j'étais là-bas me faire coacher, la réaction c'est toujours effectivement faire 10 fois plus. Tu vas arriver là-bas, tu dépenses 1 000 € par jour en ads. Dis, mais t'es rentable à 1 000 € par jour?
Ouais, bah dépense 10 000 euros. Alors ça fonctionne pas comme ça parce que t'as la fatigue des actes, parce que t'as plein de choses. Mais ta seule concentration, ça devrait être de pouvoir dépenser plus. Si tu fais 1000 euros, tu peux dépenser 1500 euros sans avoir trop de problèmes. Pourquoi tu le fais pas? Ah bah oui, mais parce que, bah fais-le maintenant. Tu vois, c'est vraiment ce truc de Les pousser gens plus. comprennent pas un truc. Et je sais pas si t'as écouté, il y a Tai Lopez qui est passé très récemment chez Ryan Pineda sur The Wealthy Way. Je Et, crois que j'ai écouté euh, avec ouais, ouais, oui, je l'ai écouté, ouais. Ouais, je l'entends. et il explique qu'en fait, si tu réinvestis full profit avec un ROAS de, je crois que c'était 4 dans leur exemple, Oui, je sais plus. de 20. C'était un ROS de 20, il en a parlé effectivement. Voilà, ce qu'il disait à 1000 euros, ROAS de 20 c'est facile. Il disait en fait, je crois que c'est 19 jours, tu as plus d'argent qu'il y a d'atomes sur Terre. C'est ça, que d'atomes dans l'univers, d'atomes dans l'univers Ah, au putain. total, complet. Et, Tu vois. donc voilà. Ouais. Et c'est là que tu comprends la notion d'intérêt composé, de ROAS, etc. Mais en fait, c'est surtout que. J'ai eu il y a pas longtemps dans un mastermind justement cette conversation avec quelqu'un qui me dit j'ai investi 2000, ça a fait 10, du coup j'ai arrêté. Du coup, je comprends pas, tu vois. Je dis pourquoi t'as arrêté? Il me fait ouais, mais bon, si c'est pour faire 8000 balles, ça sert à rien. C'est trop d'efforts. Je fais mais si t'as mis 2000 et que t'as fait 10 000, donc t'as fait x5. Peut-être que si tu mets 10 000, tu fais 40, et là t'as gagné 30 000. Et peut-être que si tu mets 100 000, tu fais 200 000, mais là t'as gagné 100 000. Et en fait, les gens pensent ROAS, et c'est vrai que c'est un peu utile de penser comme ça. Alors qu'en fait, ce qu'il faut penser, c'est comment je fais pour dépenser plus, pour que même avec un ROAS éclaté par terre, je gagne encore des millions. Ouais, c'est ça, c'est de répéter l'opération, quoi. Répéter, 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 répéter. Ouais. T'as Lopez disait Complètement. que sur son produit 67 Step, donc il avait sorti, il en a sorti le nouveau là, mais Ouais, l'ancien, j'ai vu il avait passer. mis 20 millions. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai pris aussi. Il avait mis au total 20 millions de dollars en ads pour à peu près 100 millions de dollars de profit. Alors, c'est un produit qui a très bien marché. Mais il dit, si vous arrivez à juste répéter l'opération et à maintenir, ne serait-ce qu'un fois deux, vous mettez 1 euro dans la machine, vous en ressortez deux, c'est bon, quoi. Oui, c'est ça. Le but, en fait, si tu veux, c'est de se dire, ok, l'argent, il est déjà là. Le marché le détient. Comment je fais pour qu'il me le donne? D'accord. Donc, il faut que je trouve une bonne offre. Une offre qui se vend et un mécanisme pour la vendre. Et une fois que j'ai ça, plus de gens. Plus de gens. Plus de gens. Faut pas réfléchir, en fait. C'est plus, 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 plus. C'est le truc d'Hormozy. Just do more of what works. Et on va à chaque fois compliquer les choses parce qu'on est des petits flocons de neige uniques et qu'on veut faire des trucs créatifs de petits intellos parce qu'on a un QI trop élevé. Non. T'as un marteau, t'as trouvé qu'en mettant un coup de tête, t'enfonçais un clou, trouve plus de clous. Mm. Quand tu comprends ça, tu gagnes plus d'argent. Et après, il faut se poser une autre question. Est-ce que je veux être le plus riche possible ou est-ce que je veux m'amuser? Si je veux m'amuser, c'est ok de lancer plein de trucs à l'arrache. Je maximise pas mon profit, mais je maximise mon kiff. T'as le droit, c'est une bonne réponse aussi. Mm. Mais tu peux pas dire je maximise l'argent et lancer 17 offres. C'est débile. 100%. C'est quoi ton rapport à la formation, de manière générale? Moi, je me suis maintenant très récemment mis un budget vraiment tous les mois que je vais investir. Hmm. Et que j'investis, donc j'ai repris des programmes et tout, j'en parlerai même après. Mais on échange pas mal dessus, et je sais que tu investis beaucoup même au sein de ta boîte, et du coup tu m'en parlais Ouais, vis-à-vis de énormément. ta situation en France, c'est logique. Euh, mais quand même, faut le faire, donc c'est quoi ton... C'est investir sur soi. C'est comme si tu mettais ton argent dans un compte à terme ou sur de la dette américaine, tu vois. C'est en gros, tu te dis, je mets 1 euro de façon safe parce que je suis pas sûr de le rentabiliser tout de suite, mais la connaissance elle est acquise. En me disant 7 euros, je vais être capable dans les 10 à 20 prochaines années de le transformer en 10 euros, 100 euros, 1000 euros, j'en sais rien, tu vois. Ça dépend de où t'en es et de ce que t'apprends. Et donc en fait, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'allocation des ressources. Je mets le plus possible de ressources qui vont payer au centuple dans les prochaines années. Et maintenant, je suis arrivé à un stade où il y a plus de trucs que je voudrais apprendre ou que je voudrais que mon entreprise apprenne que de temps disponible pour moi. Donc en fait, je fais prendre des programmes, des masterminds, des formations et des consultings à mes directeurs de pôle. Je mets mon directeur média dans un mastermind média et YouTube. Je mets mon directeur marketing en lien avec une entreprise d'accompagnement américaine qui est focus sur les ads. Et ainsi de suite en fait. Et donc moi, mes directeurs de pôle et même mes équipes de manière générale, ils me disent j'aimerais bien monter en compétence sur ça, c'est bien pour l'entreprise, pour ça. Ok, combien ça coûte? Tant, ok, go. Et en fait, Ouais, c'est c'est eux dingue. qui suivent le truc et c'est eux qui l'implémentent dans la boîte. Ouais, dingue. Je- quand tu as dit ça, je viens de capter que l'avenir des masterminds, il n'est pas que pour les indépendants, parce que les indépendants montent en compétence à travers les séminaires, mais qu'on va retrouver juste les indépendants qui vont faire des séminaires pour des boîtes, pour des personnes qui ont des boîtes, et les boîtes vont décider, la formation Ouais. B2B, elle va passer par là,
Et c'est que les boîtes qui font des 10 millions, 100 millions à l'année, elles vont placer des éléments, des directeurs, de pôles, etc., dans des masterminds online qui sont drivés non pas par les diplômes, mais par la compétence. Et tu mets tu mets ton directeur YouTube, C'est ce que je fais. chez Brian Moncada et Voilà, exactement. Et donc en fait, nous actuellement, on est dans plusieurs masterminds, plusieurs programmes, plusieurs machins, plusieurs trucs de tous les côtés. Une fois, moi, c'est le CIM, on dit ouais, faudrait qu'on monte en compétences, machin, etc. Ok, en un an, je leur ai pris 3 formateurs les meilleurs du marché, dont un qui les accompagne sur 6 mois. Ouais. Et ouais, ça coûte une couille, mais en fait, sinon l'argent il traîne sur le compte de la boîte. Ouais, Jusqu'à présent, j'ai même pas encore de compte d'investissement pour la boîte, parce que j'ai pas que ça à foutre, même s'il faudrait. Mais par contre, dès que je vois un truc qui peut être utile, bah, on met quelqu'un de l'équipe dedans qui a un accountability, c'est-à-dire que c'est toi qui es responsable de suivre ce truc et de l'implémenter chez nous. Ah, mais est-ce que je peux aussi l'implémenter chez moi, chez d'autres clients? Ouais, je fais ce que tu veux, je m'en fous. Donc les gens, non seulement ils sont meilleurs chez moi, mais en plus leur valeur sur le marché elle augmente grâce à moi. Donc ils sont contents et donc ils ont envie de rester. Et s'ils restent, leurs compétences elles montent et ça compound dans ma boîte. En fait, si tu veux, un directeur comme un freelance, comme n'importe quoi, comme un client quand tu es indépendant, le but c'est de garder la personne le plus longtemps possible. Parce que c'est là que la réelle rentabilité se crée. Et en fait, moi que un de mes directeurs me coûte de plus en plus cher et soit de plus en plus demandé, je m'en fous. Du moment qu'il reste chez moi et qu'il produit de plus en plus de valeur. la courbe qui te produit est supérieure à la courbe que tu. Voilà. Et en fait, je le fous sur des deals partout, je le fous chez tous mes copains, etc. Tu vois. Le but, c'est toujours pareil. Moi, j'ai une croyance personnelle qui est de toute façon, l'humain est profondément égoïste, il faut arrêter de croire le contraire. Il faut juste aligner les égoïsmes. Ouais. Mes directeurs sont pas chez moi parce qu'ils m'aiment bien. Enfin, c'est une conséquence, tu vois. On s'entend tous bien, tu vois, on est tous plutôt potes. Mais ils sont chez moi parce que chez moi, ils progressent. Parce qu'il y a une vision tellement grande qu'ils peuvent impliquer la leur dedans. Parce que je leur ai jamais dit non sur de la croissance interne. Parce que je les forme. Parce que je leur mets en relation avec des gens. Parce que je leur permets de gagner de plus en plus d'argent. Donc, leur intérêt personnel est de rester dans mon giron. Donc, mon intérêt personnel de gagner plus d'argent en travaillant moins est nourri. J'ai aligné les égoïsmes de chacun. Ouais, 100%. Tu me diras s'il y a des bruits de travaux, je suis désolé. On se roule, j'entends rien. Mais ouais, aligner les égoïsmes, j'aime beaucoup cette phrase. C'est vraiment en lien avec. Ouais, je suis 100% d'accord. Je commence à déconstruire absolument toutes les problématiques que j'ai, et donc c'est suite à ça aussi. En principe premier, c'est les first principles. Je trouve que c'est une manière très simple de juste tout fractionner, de comprendre exactement quels sont les éléments basiques. Est-ce que toi t'appliques ça? Comment est-ce que tu l'utilises au quotidien? Je sais que t'es quelqu'un qui aime aussi beaucoup simplifier, et simplifier c'est toujours la solution à beaucoup de choses. Parce que Comment est-ce que tu... Ouais, c'est en plus une discussion que j'ai souvent avec Benoît Dubaud de Scalesia. Parce qu'on aime bien les grands principes philosophiques, mais surtout on aime bien les appliquer à des trucs très 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 évidents dans le business, tu vois. C'est toujours se dire que les problèmes sont beaucoup plus simples qu'ils n'y paraissent. On a l'impression que c'est des problèmes très compliqués, tu vois. Ouais, est-ce que je fais une VSL? Est-ce que je fais un webinaire? Est-ce que je fais du Facebook Ads, du YouTube Ads, etc. Ça, c'est une question complexe. Ok, pourquoi tu cherches cette réponse? Parce que je veux passer de 1 à 2 millions. D'accord. Qu'est-ce qui t'empêche de passer de 1 million dans ton système actuel? Je ne peux pas absorber plus de volume, de trafic, parce que mon chemin de conversion est trop compliqué. Ok, d'accord. Donc la question n'est pas est-ce que le webinaire va essayer machin, c'est comment est-ce qu'on fait pour simplifier son chemin de conversion? Oui, d'accord. Ok, voyons tes ressources en place, voyons ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire, etc. Et on se pose toutes ces questions. Ensuite, on détermine lequel de ces outils d'absorption de volume est le plus adapté à toi et lequel va être le plus simple pour ton entreprise. Et en fait, au lieu de est-ce que ça ou ça, c'est quel est le but? Le but est de simplifier. D'accord, quel outil sera le plus simple pour toi? Et on revient à des choses très 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 essentielles, tu vois, et on décomplexifie tout le raisonnement, ce qui permet d'arriver à de meilleures réponses. Mais pas de meilleures réponses globales, de meilleures réponses pour soi. Parce qu'en vrai, est-ce que VSL, est-ce que setting, est-ce que webinaire, est-ce que challenge, on s'en branle, ça marche tous. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui est adapté à toi et en fonction de tes besoins, ouais, complètement. Oui, bien sûr. Ouais. C'est toujours plus difficile de simplifier, plus facile de complexifier, de rajouter des étapes. Bien sûr. Je lisais une phrase il n'y a pas longtemps que j'aimais beaucoup. C'est si tu essayes de résoudre du bordel par plus d'humains, ça va juste faire plus de bordel. Ouais. Si tu as des problèmes actuels et que tu veux scaler sans résoudre ces problèmes-là, tu scales tes problèmes aussi, quoi. Exactement. Okay. Tu me parlais tout à l'heure de faire 3 millions par mois sur le marché français. C'est vrai que maintenant que tu le dis avec plusieurs produits, c'est évident que si tu scales horizontalement, c'est possible. Parce que si tu peux le faire sur un produit, tu as juste à faire t'as un produit qui peut faire 500K par mois, t'as juste à en faire 6, tu vois. Ouais. Voilà, et donc c'est toi comme ça que tu le vois? Est-ce que
on parle toujours de taille de marché, d'impression de taille de marché. J'ai pas à ma connaissance quelqu'un que je connais qui fait 3 millions. Ça veut pas dire que c'est pas possible, attention, évidemment. Mais Non, juste de tête comme ça, j'ai personne que je. Enfin, non, pas moi non plus. Ceux que je connais en personal brand, hein, donc ils font à peu près le métier de la même façon que nous. Les plus gros que je connais sont à 15. Sur des trucs un peu moins personal brandés, les plus gros que je connais sont à 20-25. Je connais personne au-delà. Mais il y a 5-7 ans, il y a personne qui faisait 10 millions. on va voir de nos yeux les premiers trillionnaires bientôt. Donc, C'est. Je sais plus si c'est Hormozy ou Sam Owens qui en parlait il y a pas longtemps. C'est qu'il y avait le plus gros transfert de fonds en termes d'éducation qui était en train d'arriver. Le marché de l'éducation ne croît pas. Le marché de l'éducation en ligne en soi ne croît pas. C'est juste que le marché de l'éducation en ligne est en train d'absorber les fonds et les flux financiers de l'éducation traditionnelle. Pas Harvard, Polytechnique et HEC, mais toutes ces écoles de seconde zone tout juste validées par l'État. ouais, bien sûr. Ouais, c'est exactement ça. Il y a un énorme. Donc le marché grossit. Donc ce qui était impossible il y a 10 ans sera possible dans 10 ans. Ouais, 100%. Il y a cette inflation, la bonne inflation qui arrive et c'est une manière de consommer de l'information qui est complètement différente. Oui, bien sûr. J'ai posé la question à un ami récemment qui est venu sur Dubaï et qui est là depuis 10 ans et qui a vu passer beaucoup de choses, beaucoup de coachs, beaucoup d'agents, d'infopreneurs. Enfin, il est vraiment dans le milieu depuis longtemps. Et je lui ai posé la question de comment est-ce qu'il voyait l'évolution du marché online, ce marché-là. Je pourrais te donner sa réponse et je trouve ça très intéressant d'avoir la tienne si jamais tu avais une idée ou la vision que tu en auras. Comment est-ce que tu vois ça, cette évolution de marché? J'ai l'impression que chaque année on nous dit que c'est la fin. J'ai l'impression que chaque année on nous dit qu'on va être régulé. J'ai l'impression que chaque année on nous dit que la fête est finie. Oui, le public est un peu plus éduqué. Oui, on peut faire un peu moins de conneries en marketing. Et c'est plutôt une bonne chose. Mais j'ai l'impression que pour le reste, ça ne change pas grand-chose. Il y avait déjà quasiment aucune barrière à l'entrée. Avec l'intelligence artificielle, il y en a encore moins. Mais en fait, le sujet n'a jamais été les barrières à l'entrée, mais qui est capable de durer, de rester, donc d'avoir une vraie vision. C'est ça le sujet, en fait. Et il y a peu de gens qui arrivent dans ce métier avec une vraie vision. Ils sont juste là pour faire un coup, faire du cachet, partir. Donc ils font un coup, ils font du cachet, ils partent. Moi, j'ai eu sur le chemin plein de concurrents slash confrères qui auraient pu me détrôner, mais ils ont tous arrêté. Et donc en fait, c'est la vision que je donne toute l'année à mon équipe. Le but n'est pas d'être le premier en haut de la montagne, mais d'être le dernier debout. Il y en a qui sont meilleurs que nous, mais c'est pas grave, ils seront plus là dans 5 ans. C'était ça aussi son point de vue, donc c'est intéressant de voir. J'avais pas vu, moi, les choses comme ça, comme il est présenté. C'est vrai qu'il m'avait dit, retourne en arrière il y a 7, 8, 9 ans, à part Yumi qui est un ovni, parce qu'il y a que lui qui est un ovni qui reste on the top. Qui d'autre de vraiment très gros tu as en tête? Alors là, on parle de formation, etc., mais qui d'autre? David Laroche, Piccinini, Franck Nicolas, point. Ouais. Donc les 3 plus gros, parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. Ouais. Ah, c'est vrai, complètement. Donc ouais, et je pense moi que si tu veux, j'avais moi cette... parce que je suis dans une bulle, je pense que toi aussi, mais j'ai l'impression que je me dis, mais qui est-ce qui va encore juste suivre le système traditionnel avec tout ce qu'on voit, avec la visibilité que ça a sur les réseaux, autant que ce soit sur plein de domaines différents. Tu peux être un artiste aujourd'hui, essayer de vivre de ta passion juste à travers ça, et être, même si ça va te prendre des années de peut-être parfois de galère sur certains sujets, te dire mais qu'est-ce que je vais aller me prendre la tête à faire 3, 4, 5 ans d'études. Et la discussion... Je pense que... Ouais. Excuse-moi, je te coupe. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a des gens qui sont pas dans le même univers de compréhension que nous et à quel point c'est dur d'y rentrer. Moi, pour arriver dans cet univers de compréhension, sachant que j'étais déjà un petit rebelle qui matchait pas avec le système traditionnel, il m'a fallu quand même 5 à 7 ans. Entre la première fois où j'ai lu la semaine de 4 heures et le moment où j'ai fait mon premier truc sur Internet qui gagne un peu d'argent, tu vois. Le chemin est long. Alors, les nouvelles générations sont nées dedans, donc il n'y a pas de débat. Mais il y a toutes les anciennes générations, ça demande un switch mental qui est énorme quand même. Ce qu'il disait, c'est qu'en fait, effectivement, c'est une bulle, entre guillemets, pas une bulle en mode spéculative, une bulle qui est quand même assez... faut rentrer dedans, quoi. Mais par contre, la génération, donc les enfants de cette nouvelle génération-là, qui, eux, ont grandi dedans, eux, a priori, auront une approche très différente sur la manière de travailler, l'indépendance ou pas, et le système classique, quoi. C'est... Pour les nouvelles générations, pourquoi est-ce qu'elles iraient se faire chier dans un bureau 8 heures par jour avec un patron qui leur gueule dessus et des pots sandwich dégueulasses pour gagner 2000 balles,
Alors que sur Internet, ça leur a été prouvé de loin large et en travers qu'il y a 257 façons de gagner 2000 balles. Ouais, c'est ça. Mais pour les anciennes générations, ces façons de gagner 2000 balles ne sont pas très accessibles. Mm. Donc il y en a beaucoup qui quitteront pas le système. Par contre, dans 50 ans, on aura un gros switch. Ouais, je le pense aussi. Et alors justement, en parlant de 50 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer en 50 ans, je n'utilisais pas jusqu'à présent, parce qu'on parle beaucoup de l'IA, etc. Je n'utilisais pas tant que ça l'IA. J'ai commencé très récemment vraiment à l'intégrer à mon quotidien, parce qu'en fait, naturellement, ça m'est venu et que avec des GPTs, tout simplement déjà les GPTs, d'avoir plein de personnes à qui parler sur tous les sujets, que ce soit taxes, organisation, d'avoir absolument tout vraiment au quotidien et je peux plus m'en passer, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose sur plein de sujets différents. Est-ce que toi tu l'utilises et juste quelle est ta vision dessus? Tu connais le truc de Sam Altman qui disait que dans 1000 jours on a une super intelligence qui... Ouais, je pense que la super intelligence, on n'y est pas encore. Ils disent tous qu'on y arrive. Très bien. Pour ça, il nous faut une puissance de calcul stratosphérique et pour ça, il nous faut une énergie stratosphérique. Je pense que on sous-estime le niveau de complexité et les enjeux internationaux de cette puissance de calcul et cette énergie. Je peux me tromper. Si je me trompe, on sera tous morts. Ce sera plus un problème que je me suis trompé. Donc si que ça, je m'en occupe pas, je m'en fous en fait. Et puis en fait, ça va disrupter nos métiers, tous nos métiers serviront plus à rien. Ouais, c'est tellement supérieur à moi que je ne peux pas en anticiper les problèmes. Et puis c'est Donc vrai, ouais, et puis donc j'attends que les problèmes soient là. Soit je trouverai une solution et je m'en sortirai, soit j'en trouverai pas et je périrai. Mais j'y peux rien en fait. ouais, bien Donc sûr. je m'énerve pas avec ça. Sur l'utilisation quotidienne du niveau d'IA qu'on a actuellement, je m'en sers tous les jours. Déjà, je m'en sers à la place de Google, même si je vérifie Ouais. les sources. Je m'en sers pour du droit, je m'en sers pour du coaching, je m'en sers pour de la thérapie. Euh, je, je- je m'en sers aussi bien pour créer un contrat de zéro et le faire double check à mes avocats que pour comprendre comment purger ma chaudière parce qu'on est dimanche 22h, qu'elle a un problème et que je sais pas comment faire et que j'ai fait moi un tuto. Que l'autre fois, j'avais une demi-heure à tuer, je me faisais chier, je lui ai dit crée-moi un plateau d'échecs et joue avec moi. Je suis nul aux échecs, hein, je suis une chèvre, hein, je connais juste les règles, mais j'avais que ça à foutre. Et elle m'a créé un plateau avec des tirets, tu sais, des barres. Pour... Vraiment, j'avais un plateau visuel devant moi, elle jouait avec moi. Et elle m'expliquait ce qu'elle faisait, etc. Tu vois. Ou alors je vais prendre une photo d'un truc que j'ai vu dans la rue en disant c'est quoi ça. Tu vois, genre il y a Ça, un anneau c'est... sur le mur, je sais pas ce que c'est. Ça, je suis curieux, j'ai envie de savoir. Avant je cherchais sur Google pendant 1 heure, là je trouve en 4 secondes. Interaction médicamenteuse, tout, en fait, tout, pour tout et pour rien, je lui pose des questions. En fait, je suis un enfant de 2 ans qui demande pourquoi tout le temps partout. Et avant, je devais réfréner une partie de ma curiosité parce que le savoir était accessible, mais ça prenait vachement de temps d'aller le chercher. Le Et là, en processer. fait, il faut juste savoir poser une question. Et je fais partie de cette génération qui est encore pas trop mauvais en écriture, en lecture, en dissertation, en trucs comme ça. Donc je sais poser de bonnes questions à l'IA. Les anciennes générations sont encore meilleures que moi, les nouvelles vont galérer. Et donc en fait, j'ai une encyclopédie qui me parle toute la journée. Et il y a des jours où je m'en branle et ça sert à rien. Et il y a des jours où c'est extraordinaire. Mais je l'ai quasiment toujours ouvert sur le bureau pour lui poser 1 milliard de questions toute la journée. Quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, moi j'ai la même utilisation que toi. Et de me créer des GPTs avec Naval, avec Alexandre Legrand, mais avec plein d'autres personnes, tu vois, Ça, ça, je l'ai pas fait. Par contre, on s'est amusé. On a pris notre programme principal. On l'a mis en speech to text. Donc on se retrouve avec un PDF de 400 pages qui représente toute notre pensée professionnelle. transcripts. On l'a donné à bouffer à un GPTs. Et maintenant, et je l'ai prompté pour qu'il dise pas de conneries. Et maintenant, on a nos customer care et nos coachs qui peuvent double check l'intégralité du programme quand ils sont en train de parler avec un client. Ouais, c'est dingue. Et on le donne pas au client pour des histoires de responsabilité, parce que le GPTs, il hallucine, et si demain il dit une connerie, que le client il réfléchit pas et qu'il l'applique, et que derrière il se retrouve contre nous en disant ouais, vous m'avez dit de faire ça, enfin votre machin m'a dit de faire ça, le machin c'est un robot, c'est imparfait, tu vois. Donc on a mis un tampon entre les deux, il y a que les équipes qui l'utilisent, mais on a un GPTs de notre programme, quoi. Il me semble que les grosses teams aux US utilisent ça de cette manière-là aussi. Ouais. C'est une évolution de marché qui est très intéressante. Même pour les ads, Ouais. pour analyser. J'en discutais avec Valère, qui lui spend beaucoup en ads en termes de volume sur le marché US. D'analyser les chiffres des ads, il t'ouvre la pensée sur les choses que tu n'aurais pas vues avant. C'est pas con, Tu as ça. essayé de faire ça. Tu lui donnes à nourrir tous tes chiffres. Et c'est vrai que j'ai testé un truc, c'est que maintenant tu as la mémoire. Donc quand tu lui parles, tu vois memory updated. Donc à la fois C'est c'est fou, occupé, hein. à la fois tu te dis voilà.
Et donc, il garde la mémoire de ça. Et donc, moi, il comprend que je suis un jeune entrepreneur à 20 ans à Dubaï, etc., etc., etc. Avec tout ce que j'ai dit, je nourris, je nourris, je nourris. Et donc, il me fait des réponses. En Donc, fonction vraiment de... Et, C'est ouf ça, hein. Alors moi, il a compris que j'étais un jeune papa entrepreneur avec des enjeux d'événementiel qui visiblement était assez pourri en travail manuel et qui savait pas changer une ampoule. Mais du coup, c'est rigolo, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est complètement dingue. Ok, très intéressant. Très, très intéressant. J'avais plusieurs autres sujets qui étaient plus ou moins spécifiés au scaling ou autre. Vas-y, Euh, vas-y. J'ai le temps. J'ai pas envie de te poser des questions bateau. Si tu perdais tout, qu'est-ce que tu referais? Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. La réponse est systématiquement la même chez absolument tout le monde. C'est je referais exactement pareil. Ah, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vraiment ça. Alors, c'est un petit peu dans cette suite-là, mais moi aujourd'hui, on me demande si tu voulais revendre. Alors déjà, mon business n'est pas revendable parce que je l'ai pas structuré pour que ça soit revendable et que je suis pas assez bon pour l'instant que ce soit revendable. Donc la question se pose même pas, tu vois. Mais je referais probablement la même chose parce que je suis pas dans un stade, voilà. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à ça? Est-ce que tu commences à penser parce que je lis un livre en ce moment qui s'appelle Buy, Then Build. Et je trouve ça intéressant, même juste pour bien structurer ton business, même sans vouloir le vendre. Alors, Mozy, il dit que tu dois structurer ton business comme si tu voulais le revendre, juste pour qu'il soit sain. Je suis d'accord avec lui. Est-ce que je me suis déjà posé la question? Oui. Est-ce que je vais le revendre un jour? Probablement pas. Par contre, si je continue à le build dans l'idée de le revendre, ça veut dire qu'à moyen long terme, il est tellement structuré que je peux le foutre en bourse. Alors bien sûr pas à New York Stock Exchange, hein, mais sur des petites bourses tu peux le foutre. Et que je peux vendre avec un multiple très intéressant 30% de mon capital qui va direct dans ma poche et qui est détenu par des investisseurs qui viennent pas me casser les couilles parce que c'est des petits porteurs. Et donc oui, c'est une idée. Mais Je l'ai pas eu comme ça. je vais pas forcément le faire, mais je vais structurer comme si c'était sûr que j'allais le faire. Parce qu'au pire, j'aurais fait une boîte trop cool, revendable, et donc qui prend peu de temps et qui dépend pas de ma gueule, etc. Donc on continue là-dessus. Pour l'instant, ça dépend de ma brand, et c'est pas grave. Pour l'instant, il faut que je travaille dedans, mais c'est pas grave, j'aime ce que je fais. Pour l'instant, les inconvénients n'en sont pas. Okay. Et dans 5 à 10 ans, la boîte aura tellement de fonds propres qu'elle sera capable de défoncer les inconvénients. Ok. Je pense que les gens vont aller trop vite. Tu vois, ça fait 1 an qu'ils font du business, ils ont fait 150 000 balles de fonds propres, ils disent ouais mais je veux sortir du personal branding et passer sur une brand, etc. Ça, ouais. Et là ils chutent 50% de chiffre d'affaires, fait qui aurait pu le prédire. Et en fait, tu l'as fait trop posé tôt. la question, c'est ouais mais je veux pas faire du contenu parce que c'est pas revendable. Mais t'as fait une vente? Non. Mais Les gens veulent régler les problèmes de Tony Robbins alors qu'ils sont encore le petit poussé. Tu fais 10 000 balles par mois. Tony Robbins, il n'a pas de problème en fait. Il fait 1 milliard. Il a probablement 50% de ses revenus qui ne dépendent pas de sa tête. Il peut revendre toutes ses boîtes annexes en fait. Bien sûr. Et c'est comme les mecs qui disent mon offre, elle est. En ce moment, mon offre, elle est à, je sais pas, 497, 500 euros. Je vais pas prendre un appel pour 497 euros. Mais t'as déjà vendu? Non, je viens de la mettre sur le marché. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Prends les appels, même pour une offre, même pour un produit à 97 euros. Prends l'appel avec la personne, discute avec la personne. Moi, quand j'ai débuté, j'étais capable de prendre un call de 3 heures pour un truc à 7 euros. Rien à foutre. Le but, c'est de faire rentrer du cash. Le but, c'est de comprendre le marché. Le but, c'est de parler avec les gens. C'est ça, d'échanger. Au lieu de te dire, c'est un call d'1 heure pour un produit à 497 euros, c'est rends-toi compte, tu as un acheteur potentiel qui est capable de répondre à toutes tes questions pendant 1 heure. Tu te rends compte de ce que ça vaut, tu vois? Tu devrais payer pour l'avoir. C'est toi qui devrais payer pour lui parler pendant 1 heure. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça, c'est ne pas hésiter vraiment à mettre les mains dans le cambouis. Enfin, c'est même pas, pour moi, c'est même pas du cambouis. Ça va quoi. T'es derrière un écran d'ordinateur. C'est pour ça que tu as les résultats que tu as, que moi j'ai les miens et que d'autres gens qu'on connaît en ont et que plein d'autres gens en ont pas. J'avais la discussion là récemment avec Xerius, qui a l'agence Willever et qui gère tout notre marketing. Tu vois. Et il a un gros travail d'éducation à faire sur ses clients qui comprennent pas pourquoi il scale pas comme il a fait scaler avec moi. Tu vois. Mais parce qu'en fait, je me demande pas est-ce que j'aime ou est-ce que je veux, je me demande est-ce qu'il faut. Chaque chose qu'il faut, je la fais. Que j'aime ou que j'aime pas, on s'en tape. Que je veuille ou que je veuille pas, on s'en tape. Que ça me fasse peur ou que ça me fasse pas peur, on s'en tape. Et après, il faut se poser une question simple, c'est est-ce que je veux aller à 10 millions? Oui. D'accord, donne tes émotions, rien à foutre. Tu te tais et tu fais ce qu'il y a à faire. Si je veux faire un business à 150 000, je fais que ce que j'aime et je reste à 150 000 et je suis très heureux. C'est ok aussi. Je disais à un client la semaine dernière,
quand on vise ce que des gens comme nous visent, on n'optimise pas sa vie pour le bonheur, mais pour l'accomplissement. Le bonheur, c'est la paix. La paix, c'est pas le scaling. Hein. Le scaling, c'est que des problèmes, toute la journée. Donc, tu es tout le temps vénère, tu es tout le temps stressé, tu es tout le temps machin. Mais tu vises l'accomplissement. C'est un autre sujet. Ce que disait Hormozy, c'est qu'il a commencé à passer à la next step quand il a compris que il devait juste arrêter de chercher la happiness en permanence, d'être heureux, et juste de faire les choses qu'il fallait faire, quoi. Exactement. Et en fait, si tu veux, si je suis un peu honnête avec moi-même, je cherche pas à optimiser pour le bonheur. Sinon, j'arrêterai pas. Enfin, je me rajoute des problèmes toutes les 4 secondes, vraiment. Ouais. Je me fous dans la sauce toutes les 2 minutes en rajoutant des trucs. Et en fait, je cherche l'accomplissement. C'est beaucoup plus nourrissant pour moi. Et ça me rend grincheux 90% du temps. Mais ça me permet d'accomplir des trucs que je pensais pas possible. Et ça, c'est hyper valorisant. De comprendre ce que tu veux vraiment est parfois plus difficile que d'aller vers ce que tu veux vraiment, en fait. C'est dur. C'est un truc que j'ai capté, tu vois, une fois qu'on a famille, enfant, etc. Et que je l'avais vu chez mon père sans le comprendre. Mon père, il a dit toute sa vie, je le fais pour vous. Et au début, j'y croyais, je comprenais pas, machin, etc. Et en fait, j'ai grandi, je fais en fait, non, il le fait pour lui, il est très heureux qu'on en tire les fruits, tu vois, mais il l'a fait pour lui, parce qu'il avait besoin de ça, parce qu'il était câblé pour ça. Parce que s'il le fait pas, il n'atteint pas son plein potentiel, et donc en fait, il a l'impression de pédaler dans la semoule et il est malheureux. Et en fait, c'est juste d'être honnête avec soi, pourquoi on fait les choses. Et de savoir ce qu'on a vraiment envie de faire, et ensuite de construire un environnement qui nous laisse le faire. Et du coup, le malheur pour moi vient du manque d'alignement entre. C'est pas le fait que tu veux faire 150 millions, 1 million, c'est le manque d'alignement entre les inputs que tu mets et les outputs que tu ressors. Parce qu'effectivement, tu veux faire 1 million et que tu te donnes pas les moyens de le faire, là, il y a un gap, il y a un arbitrage et tout. Bien sûr. Et si tu es ami avec des gens, si tu es en couple, peu importe, tu vois, si tu es entouré de gens qui veulent faire 10 millions alors que toi tu veux faire 100 000, t'es malheureux. Si tu es entouré de gens qui veulent faire 100 000 alors que toi tu veux faire 10 millions, t'es malheureux. Choisir son environnement en fonction de ce que tu veux atteindre. C'est pas cette phrase de oui, il faut virer ses anciens amis qui te tirent vers la bas. Non, en fait, c'est juste que tes anciens amis, ils adhèrent à l'ancienne version de toi. Et donc, en fait, ils vont pas te laisser aller à la nouvelle. Parce que c'est confortable pour eux que tu restes l'ami qu'ils ont connu. Et donc, il faut prendre un peu de distance, il faut bien leur expliquer, il faut prendre le temps. Et il y en a 20% qui vont comprendre et qui vont rester des amis. Il y en a 20% que ça va beaucoup énerver et qui vont plus être des amis. C'est OK. Ouais. J'ai cru que t'allais dire 20% qui vont partir. Moi, j'ai l'impression que c'était l'inverse. Tu vois, c'est vraiment Ouais, non, il y en a 20% qui vont rester. Ouais, bien sûr. Ouais, Et c'est beaucoup déjà. Et c'est beaucoup, déjà, on est d'accord. Ouais, c'est très intéressant, très très intéressant. Ça répond aussi à pas mal de. Enfin, c'est toujours très intéressant de discuter là-dessus. L'entourage, c'est un des plus gros sujets quand tu veux faire de la croissance, tu vois. J'ai un bon ami à moi qui connaissait bien Hormozy de l'époque pré-Gym Lounge. Et ils étaient en contact, ils s'écrivaient régulièrement, ils parlaient de muscu, machin, etc. Tu vois. Et quelques années après, mon pote lui écrit pour je sais plus quelle raison, tu vois. C'était 2020, je crois. Okay. Et Hormozy répond très brutalement, alors qu'ils s'entendaient très bien. Hein. Pas le temps, j'ai une industrie à sauver. Point. Et je sais même pas s'ils ont eu des contacts après ça, tu vois. Okay. Et bien sûr, là, t'as un exemple extrême avec un bonhomme extrême qui veut réaliser des choses extrêmes. Ouais. Mais ça, c'est marrant que tu le. Non, ça, c'est un insight de fou parce que ça te montre à quel point c'est un savage, quoi. Oh, non, c'est une brute. Mais ça nous donne une indication. Imaginons que je ne veuille pas faire une $1 billion compagnie comme lui, tu vois. Ouais. Ben, ça me donne quand même une indication directionnelle sur ce qu'il faut pour réaliser de grandes choses. Et peut-être que je ne suis pas obligé de couper contact avec tous les gens que j'aime bien pour réussir. Mais peut-être aussi que passer tous les week-ends dehors jusqu'à 6h du matin, c'est plus la bonne chose à faire. Que ça leur plaise ou pas. Ouais. Et je me posais la question, parce que je discutais avec ma femme de ça il y a quelques jours, et je lui disais, j'ai plus autant de plaisir à faire la fête et faire n'importe quoi que j'avais à l'époque. Elle me disait, non, c'est pas vrai, t'as toujours du plaisir à le faire, mais t'as aussi des responsabilités, des enjeux et envie d'accomplir des choses, donc t'es plus prêt à sacrifier une semaine de boulot pour une soirée marrante. Et donc t'as dû équilibrer. Je fais, ouais, c'est vrai, c'est exactement ça en fait. C'est la douleur de pas travailler est trop importante par rapport au plaisir d'une seule soirée. Ça prend plus de place. Ouais. Ok. Et c'est vrai que, on t'en parlait tout à l'heure, mais t'as juste à regarder effectivement le marché et voir qui est-ce qui fait ces chiffres-là par an. Alors sans parler déjà de 10 millions par an. Déjà parlons juste de 2-3 millions par an. Et pourquoi est-ce que ça se compte? Alors 2-3 millions par an, il y en a plus quand même, mais ça reste
peu. Ouais, bien sûr. Il y a peu de personnes qui sont prêtes à mettre les sacrifices, à mettre les inputs et tout ce que ça demande, quoi. Les trois quarts des trucs que j'ai fait ces 12 derniers mois, c'est des trucs que j'avais peur de faire, que je me sentais pas capable de faire, et même pour certains que j'avais pas envie de faire. No matter what. C'est, on va là-bas, ce qu'il faut pour aller là-bas, on fera. Mm. Et après, moi, j'ai des garde-fous, tu vois. Ça doit pas niquer ma vie personnelle, ça doit rester lucratif, ça doit rester fun 80% du temps, etc. Tu vois, j'ai des garde-fous sur ma croissance. Pas la croissance à tout prix. Ouais. Par contre, tant que ça reste dans le cadre de ce que j'ai décidé, to the moon, quoi, on s'arrête pas. Ok. Est-ce que tu as, donc tu me parlais de 3 millions dans 5 ans, etc. Est-ce que tu as une vision qui est. Tu as une idée de ce que tu veux faire en termes, c'est le fameux Save the Industry. Est-ce que tu as un truc un peu comme ça, une étoile du Nord? Ou pas forcément? Moi, je sais que j'en ai pas forcément. Donc, tu vois, je te pose la question sans en savoir, mais. Pas tellement. Déjà, je trouve que, contrairement au monde des business models que tu donnes à ta banque, 3 à 5 ans de vision, c'est déjà énorme dans nos métiers. Ouais. Parce qu'en fait, non seulement tu changes tellement en tant qu'individu en un an, ta boîte elle change tellement en un an, et le marché change tellement en un an que. Non, j'ai une vision de comment on va théoriquement et sur le papier, attention, hein, c'est important, aller à 3 millions par mois. Mais au-delà, j'en ai pas la moindre idée, tu vois. Mais la personne que je serais devenue si j'arrive là, soit décidera de s'arrêter, soit décidera de revendre, soit tu auras trouvé comment on va à 100 millions ensuite. 3 millions par mois, ça fait 36 par an. On peut sûrement faire plus, mais je sais pas encore comment. Et je sais pas encore si j'ai envie. Donc, Ouais. Voir ce que ça demande, ce que ça requiert aussi. Ouais. ouais, c'est ça, tu vois. Par exemple, je suis sûr que j'irai jamais essayer d'aller faire une billion. Les rares personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui en étaient là, j'en ai rencontré quelques-unes quand même. J'ai eu la chance d'être dans certains milieux où on en croisait. Et je veux pas de leur vie. Tu veux pas de la. Ouais. Non, non seulement ils sont fêlés aussi, autant en bien qu'en mal en fait. Hein. C'est ça le truc, faut bien comprendre, c'est deux faces d'une pièce, tu vois. Mais ils sont aussi fous qu'ils sont géniaux. Et 99,9% de leur vie personnelle est sacrifiée, tu vois, elle est brisée. Ouais. Les enfants, ils sont éclatés, ils sont divorcés 3 fois, ils ont plus d'amis. J'ai pas envie de ça en fait. Ouais, bien sûr. Donc oui, atteindre le potentiel, oui. Mais par exemple, moi, un peu la North Star, entre guillemets, tu vois, c'est 100 millions. Ce qui serait déjà fou, hein, en fait. Si tu réfléchis 3 secondes, c'est déjà fou. Et Ty Lopez en parle beaucoup, il dit Be a prince, not a king. Ouais. À 100 millions, c'était dans les bons environnements, on te fout relativement la paix encore, tu vois. Ouais, complètement. À 1 milliard, t'es sur tous les magazines de la planète, hein, merci, du cadeau, quelle horreur. Pas envie d'arriver là. Et je suis même pas sûr d'être capable. Tu vois, vraiment, en fait, il y a un moment aussi, il faut aussi. Je sais qu'on est dans cette mentalité, ce mindset d'internet de ouais, tu peux tout. Peut-être pas. Peut-être que mes capacités vont me limiter aussi à un moment, tu vois. Et que je serai plus assez fort. Et ce serait pas grave. C'est ce qu'il disait avec Rothschild et Andrew Carnegie. C'est que Rothschild a tout priorisé, a tout sacrifié, mais il en était malade en fait, pour être l'homme le plus riche de la Terre avec le oil, le pétrole. Et que derrière, tu avais Andrew Carnegie qui a atteint X nombre de milliards. Il s'est dit, je bosse 3 heures par jour et je me mets à faire de l'art, du sport, du machin, autre chose. Et qui a fini sa vie à des dizaines de milliards et qui était très heureux. Et alors là, c'est un cas où effectivement, il finit quand même avec tu vois, beaucoup de milliards. Mais tu peux déjà finir ta vie avec entre 50 et 100 millions. Et Selon où tu vis, t'as pas besoin d'être milliardaire. c'est ce qu'il disait. Ouais. Imaginons, tu vois, t'es dans un village de 1000 habitants au fin fond de la Creuse. Ça a quelque chose d'être milliardaire là-bas? Ouais, Tu veux faire quoi avec l'argent de toute façon? Et il y a un niveau au-delà duquel le seul intérêt c'est de compete avec les autres milliardaires. Mais moi j'ai pas envie de faire ça. ouais. Et ça m'empêchera pas d'accomplir de grandes choses et de m'éclater et de tu vois, et toujours plus et plus loin et plus fort et on va tester les limites. Mais je suis quasiment sûr, en tout cas aujourd'hui, quasiment, que ce niveau-là, j'ai pas envie d'y aller. Je suis pas prêt à faire ce qu'il faut pour y aller. Et je suis aussi quasiment sûr que je suis pas assez fort pour y aller. Ouais. Et puis ça me dérange pas en fait, c'est pas grave. Tu vois. Ouais, c'est ce qu'il disait, c'est si tu veux être millionnaire, tu fais à 8 000 euros par mois et tu vas en Thaïlande, tu vas en Amérique du Sud, tu vas là où tu peux de toute façon pas les dépenser par mois tellement le coût de la vie est différent et sur lequel tu auras une grande qualité de vie parce que tu. Et 100%. voilà, faut aussi savoir relativiser. Il parlait aussi des jeunes qui faisaient justement 2 millions par an, ça m'a parlé parce on est vraiment sur ces stades-là. Ils font 2 millions par an sur Internet et ils trouvent que leur vie est horrible, ils sont tout le temps tristes parce qu'ils veulent faire plus, faire plus. Je dis, mais les gars, ok de faire plus, je suis le premier à vous dire de faire plus, mais chill quoi. Vous êtes en 2024, vous faites 2 millions par an, vous êtes jeune,
Mais il faut aussi voir qu'en fait, si tu fais 2 millions par an avec 20% de profit, tu vois, donc tu fais 400 000 balles de profit annuel, si tu vis à Dubaï, à New York ou à Singapour, bah en C'est ça. fait, t'es pauvre. Ouais, complètement. Tu changes Complètement. d'environnement. Ou pas, tu vois. Mais Ouais. c'est normal que tu sois malheureux si tu gagnes un truc qui, pour une partie de la planète, est énorme, mais tu t'es mis dans le seul endroit de la planète où t'étais pauvre avec ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Complètement. Et c'est le but. Les trois quarts des gens qui vont à Dubaï, les entrepreneurs en tout cas, c'est pas pour éviter les taxes. La plupart, c'est pour se mettre dans un environnement où ils ont l'impression d'être tout petits, qui la pousse à se challenger. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Ça fait un arbitrage qui est très intéressant. Mm. Donc, et pour moi, pour ça que c'est toujours une question de perspective. Ouais. Et qu'il faut vraiment passer plus de temps qu'on ne le pense sur savoir vraiment ce qu'on veut que sur essayer d'y arriver. Parce que de se tromper de target, au bout de 10 ans, ça peut faire mal, quoi. Bah, t'as passé 10 ans à courir après un truc, tu l'obtiens et c'est nul. Ouais. C'est un peu triste, tu vois. Et j'aime bien cette phrase, tu vois, qui dit en haut de la montagne du succès, il n'y a que toi et tous les efforts que tu as fait pour en arriver là. Mm. Et les objectifs ne sont qu'une excuse pour le chemin. Mm. Plus vite t'en es conscient, plus vite t'es heureux, parce que le chemin est important. Et dès que t'atteins un objectif, en fait, t'en mets un autre, puisque le but c'est de marcher, c'est pas d'arriver en haut, on s'en fout, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, de tomber amoureux du processus, quoi. Et pas le fait de objectif. Ok. Méga intéressant, Jérémy, vraiment, vraiment super intéressant. Est-ce que tu aurais je vais pas te simplifier, est-ce que tu aurais plusieurs conseils? Parce qu'un conseil, je vais pas te demander de simplifier à ça. Est-ce que tu aurais plusieurs choses sur lesquelles toi tu es tombé? Parce que moi, il y a des choses, j'ai pas délégué assez rapidement les sites, j'ai plein de choses, j'en parle. euh, sur lesquelles tu pourrais justement essayer de donner. Ah, tiens, faites attention si vous voulez passer de ce niveau-là à ce niveau-là. Parce que moi, ça m'a fait mal à ce moment-là. Je trouve que c'est toujours plus intéressant d'essayer de voir. Il y a plusieurs choses. Déjà, dans nos métiers, on mise beaucoup sur les ads. C'est très bien. Mais en fait, ne pas oublier d'avoir un pôle média. Pour YouTube, pour Instagram et pour faire plus d'ads. Je dis toujours en rigolant, mon ads winner, qui tourne encore au moment où on enregistre, hein, c'est tout le monde vous dit que vous pouvez faire 10K par mois avec le coaching. Cette ads, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros j'ai mis dessus, mais un paquet. Elle tourne depuis un an maintenant. Euh, Cette ads à la base c'était une vidéo YouTube. Je viens de démarrer avec un head of brand qui commence à développer notre chaîne. C'est la première vidéo qu'on sort. Je suis tout content quand il me l'envoie sur frame.io et je l'envoie à des copains entrepreneurs. Tu vois. J'étais tout content, regardez le beau setup, la belle image, regardez comme j'ai l'air intelligent, j'étais tout fier de moi. Tu vois. Et je leur envoie. Et il y en a un qui me répond trop bien la pub. Et je lui dis bah non, c'est une vidéo YouTube. Il me répond non. Et là, je prends 2 secondes de recul, je fais oh putain. Le soir même, je la mets sur Business Manager. Elle scale de ouf, elle nous donne des datas de malade. Et on l'a poussée comme des porcs et elle tourne encore aujourd'hui. Ouais. Et c'est ce même mec qui gère toute notre chaîne YouTube qui produit aussi toutes nos ads. Avec mon responsable marketing et avec moi, tu vois. C'est-à-dire, c'est moi qui fais l'acteur et qui suis habitué à le faire et qui le fait pas trop mal, a priori, depuis. Mon directeur marketing qui nous permet d'avoir des nouveaux angles, de nouvelles idées, et qui regarde le marché au niveau international et qui arrive avec des nouvelles idées, etc. Mais on a tout un pôle média, YouTube, Instagram, etc., qui est là pour produire de la créa, des variations, des angles, des idées toute la journée. Et ça, c'est un enjeu majeur de scaling. Et il ne faut pas opposer ads et organique. C'est le même pôle de prod. Et en fait, il faut avoir un pôle de prod. Ouais. Et ça permet de scaler beaucoup plus loin. J'ai mis trop longtemps à le comprendre. Les gens essaient toujours de séparer ads, organique, setting, affiliates, tout ce que tu veux. Alors qu'en fait, c'est des choses qui fonctionnent ensemble et qui se démultiplient, ou en tout cas, la force se démultiplie quand tu les fais travailler ensemble. Et Hormozy disait effectivement que ce qui marche, là, t'en la preuve vivante, il n'y a pas besoin d'Hormozy pour le savoir, mais que quelque chose qui va très bien marcher en organique va également très bien marcher en ads parce que c'est les mêmes systèmes c'est les mêmes hooks, les humains fonctionnent de la même chose. En plus, là, je trouve que moi, YouTube, en ce moment, à la période dans laquelle on est pour ceux qui ont des business d'entrepreneurs, c'est en easy mode. Non pas parce que tu vas faire beaucoup de vues très rapidement, mais parce que les vues que tu vas faire, l'algorithme va le pousser aux bonnes personnes rapidement. Il n'y a plus besoin de réfléchir. Tu fais un contenu qui parle à ton client ultra idéal acheteur et c'est YouTube qui trouve tout seul à qui le montrer. Et si tu fais 3 vues, c'est qu'il y a 3 personnes. C'est pas grave, tu vois. Mais c'est 3 personnes ultra qualifiées. Mais il faut avoir le courage de savoir dire non à tout le reste. Et c'est le problème des personnes qui percent pas sur YouTube. Enfin, qui percent pas. Je veux pas dire percer, mais qui
ont du mal à faire de l'argent avec YouTube, c'est qu'ils essayent, c'est toujours la même problématique, de s'adresser à tout le monde au lieu de s'adresser à une seule personne. Et le problème, il a toujours été problématique, mais là, il est encore plus parce que l'algorithme va cibler. Et ouais, quand tu regardes les business managers, en 2017, il fallait un media buyer qui calcule tout absolument avec des coûts d'avance. Je dis pas qu'il faut pas de media buyer aujourd'hui, mais aujourd'hui. Mais dans 5 ans, ils n'ont plus de travail. Hein. Ouais. Dans un premier temps, il sert vraiment juste à upload les choses sur le business manager, quoi. Le reste, c'est. J'ai dit 5 ans, mais en vrai, dans 1 à 2 ans, je pense. Hein. L'IA de Meta et de YouTube et de toutes les plateformes d'achat d'espace seront tellement pointues qu'en fait, le seul et unique job, ce sera la créa. Et la plateforme trouvera exactement à qui le diffuser, quand, quel budget. Tu lui diras, je veux un ROAS de 2, elle poussera tant qu'elle a 2. Et les gens qui feront pour moi le plus d'argent sont ceux qui arriveront à vraiment mettre des bannières en disant je m'adresse que à ces personnes-là et pas au reste. Si tu fais pas ça, t'es out. Je sais pas. J'ai fait l'erreur à un moment, je crois que c'était en 2022. On avait du mal à aller chercher les 100K par mois. On faisait 50, 60, tu vois. Et en fait, on n'était pas assez compétent sur plein de trucs. Ça, c'est des choses dont on a déjà discuté plus tôt dans le podcast. Et en fait, au lieu d'essayer de résoudre ces problèmes de compétences, on s'est dit, mais c'est parce que notre marché, on a grillé le marché, tu vois, tu feras 50 000. On a fait x6 depuis sans rien changer. Ouais. Et là, on s'est dit, on va ouvrir au freelance. Ouais, c'est bien, on a fait 0 € sur les freelances parce qu'on n'était pas assez bon, et en plus de ça, on a fait moins d'argent sur les autres parce qu'on s'est défocus. Bah ouais. On pense toujours qu'on a atteint sa taille critique de marché, alors que c'est faux. Si tu regardes aujourd'hui, même sur des micro-niches, il y a moyen de faire 1, 2, 3 millions. Sur des un peu moins micro-niches, 10, 15. Tant que tu fais pas ça, t'as pas du tout atteint la taille critique de ton marché, ça sert à rien d'élargir. Et je pense que aussi, parfois les gens manquent de patience sur justement cette awareness, sur le fait que c'est ok qu'il y ait des personnes qui découvrent ton contenu, qui achètent 6 mois plus tard, mais qu'il leur faut 6 mois parce qu'elles ont d'autres priorités ou qu'elles ne voient pas ça. Ouais. Et que c'est pas tout le monde, mais il faut être aussi ok avec le fait qu'il y a une partie du marché qui va être en cycle de vente beaucoup plus long et qui a besoin de voir 5, 6 vidéos YouTube, écouter 2 podcasts, voir 18 stories et 2 posts LinkedIn avant de se dire tiens, je prends un appel. Plus tu scales, plus tu élargis ton audience, et attention, toujours la même cible, mais plus tu élargis ton audience en termes d'awareness, moins ils sont aware, plus longtemps tu mets à convertir. Et donc, pour aller choper ces nouveaux clients très durs à convertir, il faut juste que tu fasses évoluer ton marketing pour qu'ils soient capables de choper ces gens-là. Et en fait, là où il y a les gens qui font une erreur, c'est que la plupart se disent oui, moi je convertis en 7 jours, je dois convertir plus vite, tu vois. Non, t'as pas compris. La personne la plus aware, elle a besoin d'1 heure avec toi pour convertir. Et là, actuellement, tu lui fais bouffer 7 heures en 7 jours. Ensuite, il y a une personne moins aware, elle a besoin de 2 heures. Et tu remontes comme ça, et au bout d'un moment, tu as des personnes tellement non aware du problème, de la solution, de tout ce que tu veux, qu'en fait, ces personnes-là, il leur faut 15 heures avec toi pour convertir. Aujourd'hui, ces 15 heures, tu mets 6 mois à lui faire passer. Demande-toi comment je lui fais passer 15 heures en une semaine. Et c'est pour ça que, par exemple, c'est la grande mode des challenges de nouveau en ce moment, comme c'était le cas il y a 1 an et comme ce sera le cas dans 3 ans, des cycles de toute façon, parce que les challenges fait que tu peux faire passer 15 heures avec toi à des inconnus en 5 jours. Et donc, ça convertit de ouf. Alors bon, faut avoir envie de faire ce truc, moi je trouve ça abominable. Je trouve ça fatigant, je suis trop vieux pour ces conneries. Moi je fais que de l'evergreen, que de la vaisselle, que du truc lean qui croît toute l'année, peu importe, avec ou sans moi. Mais c'est ça la mécanique derrière. Et quand tu comprends ça, tu comprends les cycles de vente. Et moi, quand j'ai parfois de la démotivation à faire du contenu, même si je me rappelle mon comportement d'acheteur, de consommateur envers d'autres programmes. Et je me dis, mais c'est vrai que ce mec-là, je l'ai découvert il y a 3 ans. Et soit j'achète pour la première fois chez lui, soit je rachète pour la deuxième, troisième fois, alors que ça fait 3 ans que je le connais. Des fois, tu prends pas de recul sur même toi ta situation, tu te dis, mais attends, si ce gars-là, il a réussi à me faire acheter au bout de 3 ans, alors que ça fait 3 ans que je le connais et que j'ai pas passé la carte avant, c'est qu'il y a des gens qui sont comme ça aussi. C'est toujours pareil, tu découvres une personne par hasard de l'algorithme, tu mates 25 heures de vidéos sur lui, puis ensuite tu achètes son livre et tu penses son livre, et puis ensuite tu vas regarder les avis, et puis ensuite tu vas le suivre sur un autre réseau social, et puis un jour tu tombes sur le bon produit et t'achètes. Ouais, complètement. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, complètement dingue. Ok, bon bah écoute, incroyable. Est-ce qu'il y avait un mot pour conclure on arrive sur 1 heure de discussion. Moi, je sais que j'ai toujours du mal à mettre un mot de la fin, alors je vais pas te demander ce supplice, mais si t'as quelque chose qui te vient en tête. Le but des personnes qui nous écoutent, c'est de faire du scaling et de faire de la croissance.
On veut toujours le faire avec des choses très 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 compliquées. Alors que si vous faites pas 50 millions, en fait, votre problématique, a priori, elle est très très simple. Tu as cette fameuse théorie des contraintes. Notre but pour faire de la croissance est de faire plus de volume. Point barre, c'est tout. Quelle est la contrainte numéro un, là, tout de suite, qui t'empêche de faire plus de volume? Résous ça, le volume se débloque jusqu'à la prochaine contrainte. Quand tu comprends ça, tu comprends à quel jeu tu es en train de jouer, et du coup, il devient beaucoup plus simple. Jusqu'au moment où tu n'es plus assez compétent pour continuer à jouer à ce jeu. J'aurais pas dit mieux. C'est de comprendre effectivement ce qui bloque. Merci beaucoup, Jérémy, pour la Merci à discussion, toi, pour le temps. c'était Euh, très cool. Allez voir les réseaux. Tu mettras les réseaux, ce que tu veux en bio, on mettra directement. C'est les premiers liens Ouais, qui ça sont marche. en description. Si vous êtes plus avancé, il a aussi des choses pour vous aider, donc pour tout. Enfin, pour tout. Allez voir, si vous allez voir, ça va vraiment vous intéresser. C'est très très intéressant. On Et accompagne sur des ce- gens de 0 à 100 cas par mois à peu près. Au-delà, après, c'est Voilà. moins notre compétence. Donc ça couvre un panel de personnes qui nous écoutent. Allez voir ce qu'il fait sur les réseaux, même sa chaîne YouTube, c'est méga intéressant. Et puis sur ce, on va se laisser là. Merci beaucoup pour ton temps, Jérémy. Et puis Avec grand à plaisir. une prochaine fois. Ciao, ciao. À bientôt.